Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans cette vidéo, on va traiter l'exercice 3 et l'exercice 4 de la série numéro 2, Inch'Allah. Bon, pour l'exercice 3, on considère deux espaces mesurables quelconques, x, b, y, f. Donc, ça veut dire que b est une tribu sur x et f est une tribu sur y. Première question, soit f de x vers y une application et soit z inclus dans y, z est contenu dans l'ensemble d'arrivées y, tel que f de x est inclus dans y. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à x, f de x appartient à z. Donc, toutes les images sont dans z, z qui est une partie de y. Donc, on peut regarder f comme une fonction de x vers y et comme une fonction de x, ou comme une application de x vers y et comme une application de x vers z aussi. Hein? Et on a alors à comparer la mesurabilité de f par rapport à b, f, et la mesurabilité de f par rapport à b, et la trace de f sur z, c'est-à-dire f inter z. C'est l'objet de cette question. On vous demande de montrer que f est bf mesurable, c'est-à-dire en la regardant comme une application à valeur dans y, si seulement si f est bf inter z mesurable, c'est-à-dire en la regardant comme une application de x vers z. Allons-y. Vous allez voir, ce n'est pas difficile du tout. Donc, soit f de Cana et z inclus dans y, tel que f de x est inclus dans z. Pardon. OK. Donc, on peut aussi considérer f comme une application de x vers z. L'implication directe. Donc, on va supposer que f est bf mesurable. Lorsqu'on dit bf mesurable, ça veut dire qu'on considère que f est une application d'abord de x vers y. Là, vous avez l'attribut f. Montrant alors que f est bf inter z mesurable, c'est-à-dire en la regardant comme une application de x vers z. Soit alors b appartient à l'attribut de l'ensemble d'arrivées, c'est-à-dire z. Donc, B appartient à f inter z, l'attribut trace de f sur z. Montrant que l'image réciproque de B par f appartient à B. OK. Bon, qu'est-ce que ça veut dire B appartient à f inter z? Bon, ça veut dire qu'il existe A appartient à f, tel que B égale A inter z. Je vous rappelle que ça, c'est juste une notation. OK. Parce que ça, c'est une tribu, c'est une famille dans P de x. Et z, c'est une partie, là, c'est une famille dans P de y, pardon. Et z, c'est une partie de y. Donc, c'est juste une notation. Par contre, ici, c'est une vraie intersection. Parce que les deux parties sont dans y ici. Il existe A appartient à f, tel que B égale A inter z. Donc, on a f-1 de B, c'est f-1 de cette intersection, c'est f-1 de A inter f-1 de z. Or, f de x est inclus dans y. Donc, f-1 de z, c'est x tout entier. Parce que toutes les images sont dans z. OK? Donc, f-1 du complémentaire de z, c'est l'ensemble vide. Il n'y a aucune image dans le complémentaire de z. Donc, f-1 de z, c'est x, car, par hypothèse, f de x est inclus dans... J'ai écrit quelque part. Voilà. Car f de x est inclus dans z. Regardez ici. Donc, toutes les images sont dans z. Il n'y a aucune image dans le complémentaire de z. Donc, f-1 de z, c'est l'ensemble vide, bien sûr. Donc, c'est f-1 de A inter x, donc c'est f-1 de A. Donc, on a montré ici que f-1 de B, et c'est un élément, je rappelle, c'est un élément de f inter z. f-1 de B, c'est f-1 de A. Comme f, par hypothèse est bf mesurable. Alors, et A, il appartient à f, regardez. A, il appartient à f. Et f, il est bf mesurable. Donc, f-1 de A appartient à B. D'après la définition de la mesurabilité. Donc, comme f est bf mesurable et A appartient à f, alors f-1 de b égale f-1 de A appartient à b. Par suite, f, comme application de x vers z, et b, f inter z mesurable. Puisqu'on a montré que quel que soit b appartient à f inter z, f-1 de b appartient à b. Donc, f, regardez comme application de x vers z, et b
f inter z mesurable. Montrons la réciproque. Donc, supposons que f et b, f inter z mesurable. C'est-à-dire ici, on la regarde comme une application de x vers z. On a le droit, bien sûr, parce que c'est grâce à l'hypothèse f de x inclus dans z. Dans z, c'est ça, f de x inclus dans z. Bon, on veut montrer que f est bf mesurable. Donc, ça va montrer que quel que soit a appartenant à f, f moins 1 de a appartient à b. Donc, soit a appartient à f. F moins 1 de a. Bon, f moins 1 de a, normalement, c'est f moins 1 de a inter z union a inter zc. Donc, c'est f moins 1 de a inter z union f moins 1 de a inter zc. Et on a déjà vu que f moins 1 de zc égale le vide. Donc, f moins 1 de a inter zc égale le vide. F moins 1 de zc égale le vide parce que f de grand x est inclus dans z. Donc, f moins 1 de a se réduit donc à f moins 1 de a inter z. Parce que toutes les images sont dans z. Là, voilà. F de x est inclus dans z. Donc, f moins zc ne contient aucune image. Donc, f moins 1 de zc égale le vide. Donc, f moins 1 de a inter zc égale le vide, bien sûr. Donc, f moins 1 de a se réduit donc à f moins 1 de a inter z. Hein? Or, a, il appartient à f. Donc, cet ensemble appartient à f inter z, l'attribut trace, puisque a appartient à f. Donc, cet ensemble, il appartient à f inter z, l'attribut trace de f sur z. OK? F moins 1 appartient à b, puisque, regardez, a inter z, il appartient à f inter z. Okay? Revenons ici. Par hypothèse, f et les b, f inter z, mesurable. Et a inter z, il appartient à f inter z. Donc, son image réciproque par f appartient à b. Donc, cette image réciproque-là, elle appartient à b. Donc, f moins 1 de a appartient à b puisqu'ils sont égales. Donc, on a montré que quel que soit a appartient à f moins 1 de a appartient à b. On a donc prouvé que f regardé comme application de x vers y est bf mesurable. Voilà. Bon, on peut l'utiliser par exemple, on peut considérer les fonctions, regarde, on peut toujours considérer les fonctions de x vers r comme des fonctions de x vers r bar. Parce que r est inclus dans r bar. Et l'attribut borélien de r, c'est l'attribut trace de celle de r bar sur R. Donc les fonctions à valeur dans r peuvent toujours être regardées comme des fonctions à valeur dans r bar, sans problème. Vérifier la mesurabilité par rapport à l'attribut BR bar ou par rapport à BR, c'est la même chose. Deuxième question. Je reviens à la série numéro 2. Déterminer toutes les applications BF mesurables dans les deux cas suivants. Premier cas, B égale P de X ou F égale V d'Y. Donc on va regarder ce cas et ce cas. D'abord, B égale P de X, puis après F égale vide Y. Et on va déterminer toutes les applications mesurables dans ces deux cas-là. OK? Voilà. Donc, 2i. D'abord, le cas B égale P de X. Si B égale P de X. Et F est quelconque. Alors, toute application F de X vers Y est BF mesurable. Ça veut dire toutes les applications sont BF mesurables. En effet, bon, c'est immédiat. En effet, quel que soit A appartient à F, F moins A, c'est une partie de X. Il est contenu dans X, donc il appartient à P de X, et P de X, c'est B. Donc, F est BF mesurable. Toutes les applications sont BF mesurables, bien sûr. Si maintenant B est quelconque et F égale vide Y, le deuxième cas, si F égale vide Y, et B est quelconque, alors aussi toute application F de X vers Y est BF mesurable. En effet, pour montrer que F et BF mesurable, il suffit de montrer que F-1 de F est inclus dans B. OK? F-1 de F est inclus dans B. Or, F-1 de F, il est formé par F-1 de vide et F-1 de Y. Donc, il est formé par le vide et X. Vous avez F-1 de F, c'est F-1 de vide, F-1 de Y, par définition de l'image réciproque d'une famille. Donc, c'est le vide et X qui est contenu dans B. Donc, toute application est BF mesurable. Parce que F-1 de F ici est trivial, c'est le vide et X. Donc, toutes les applications sont BF mesurables. Donc, conclusion, si B égale P de X ou F égale vide Y, toutes les applications de X vers Y sont BF
mesurable. Dans les deux cas, toutes les applications sont BF mesurables. La question 2i, bon, B égale le vide de X, et F contient tous les singletons de Y. C'est une tribu quelconque, mais il contient tous les singletons de Y. Et B, c'est l'attribut trivial formé par le vide et X. Voilà, donc on suppose que B égale le vide X et F contient tous les singletons de Y. Soit F de X vers Y, on va déterminer toutes les applications BF mesurables. On va les déterminer, on va les caractériser. Soit F de X vers Y, une application BF mesurable. Et soit X0, un point fixé de grand X. Donc F de X0 appartient à Y. Donc le singleton F de X0 appartient à F. Parce que par hypothèse, F contient tous les singletons de Y. Donc ce singleton-là, qui est un singleton dans Y, okay, qui est contenu dans Y bien sûr, il appartient à F par hypothèse. Bon, puisqu'il appartient à F, et l'application F, elle est BF mesurable, son image réciproque appartient à B. Okay. Son image réciproque appartient à B. Bon, mais B, il est formé uniquement par le vide ou X. Donc ça veut dire que F-1 de ce singleton, c'est soit le vide, soit X. Puisque, par hypothèse, B est réduite. B est une paire, il contient uniquement le vide et X. Donc, comme F-1 de F de X0 appartient à B, donc c'est soit le vide, soit X. Or, X0 appartient à cet ensemble-là. Parce que F de X0 appartient au singleton F de X0, par définition de l'image réciproque. F de X0 appartient au singleton F de X0. Donc, X0 appartient à F-1 du singleton F de X0. Donc, cet ensemble est non vide, puisqu'il contient X0. Donc, ce n'est pas vide, c'est donc X. OK? Donc, F-1 de F de X0 égale X. Donc, si je prends un X appartenant à grand X, il appartient à cette image réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire X appartient à cette image réciproque? Ça veut dire que F de X appartient au singleton F de X0. Ça veut dire que F de X égale F de X0. Donc, par suite, quel que soit X appartient à X, F de X égale F de X0. Donc, ça veut dire que F est une fonction constante. Tout simplement. Donc, si F est une fonction BF mesurable, c'est une application BF mesurable, il est constante, nécessairement constante. Inversement, réciproquement, toute fonction constante est BF mesurable. On sait que, d'après le cours, que toute fonction constante est mesurable par rapport à n'importe quelle tribu sur X et n'importe quelle tribu sur Y. Ah, il y a la raison, elle est simple, car quel que soit A appartient à F, F-1 de A, c'est soit le vide, soit X. OK? Et ça, c'est l'attribut B. Bon, pourquoi? Bon, si la constante c'est C, si C appartient à A, F-1 de A égale X. Si C n'appartient pas à A, F-1 de A égale le vide. Parce que F est constante, il prend une seule valeur. Donc F-1 de A, c'est le vide et c'est X. C'est l'attribut. Si B est quelconque, il est inclus dans B. OK, bon, B ici, il est trivial. Donc, qu'est-ce qu'on a montré dans cette question? Sous ces hypothèses-là, si B est différent de P, non, pas ici. Si B égale le vide de X et F contient tous les singletons de Y, alors, les seules fonctions BF mesurables sont les fonctions constantes. Il n'y en a pas d'autres. Hein? Donc, passons à la troisième question. On suppose maintenant que B est différent de P de X et F différent de V d'Y. Bon, remarquez que cette condition, c'est la négation de la condition posée dans I. Parce que la négation ici, c'est B différent de P de X et F différent de V d'Y. Donc là, vous avez la négation de I. Donc on suppose que B est différent de P de X et F différent de V d'Y. Construire une fonction phi de X vers Y qui n'est pas BF mesurable. C'est-à-dire on va montrer qu'il existe au moins une application qui n'est pas BF mesurable. Pardon. Je m'excuse. C'est bon. Donc ici, on va montrer qu'il existe au moins une fonction de X vers Y qui n'est pas BF mesurable, sous ces deux conditions, bien sûr. Okay. Parce que dans I, on a montré que toutes les applications sont BF mesurables. Toutes les applications sont BF mesurables. Bon, dans le cas contraire, on va montrer qu'il existe au moins une application qui n'est pas BF mesurable.
Donc, on suppose que B est différent de P de X et F est différent de V d'Y. Bon, notons que si Y égale R et F égale BR, il suffit de prendre la fonction caractéristique qui A, phi égale qui A, où A n'appartient pas à B, puisque B est différent de P de X. Donc, je peux choisir une partie A dans X qui n'appartient pas à l'attribut B, et qui A ne sera pas mesurable. On sait d'après le cours que qui A est B mesurable si seulement si A appartient à B. Bien sûr, l'ensemble image R est muni de sa attribut borélienne, BR. Parce que qui A est défini de X vers R. Donc c'est Y ici, c'est R. F, c'est BR. On sait que qui A est B mesurable, c'est-à-dire BBR mesurable, si vous voulez, si seulement si A appartient à B. Donc si A n'appartient pas à B, qui A n'est pas mesurable. Donc dans le cas où Y égale R et F égale BR, on sait construire facilement une fonction qui n'est pas mesurable. C'est la fonction caractéristique d'un élément qui n'appartient pas à B. Bien sûr, ça dans le cas où B est différent de, quel que soit l'attribut B. Il suffit qu'elle soit différente de P de X. Et on va s'inspirer de ça pour Y quelconque. Hein? Bon, pour Y quelconque, je ne peux pas prendre la fonction caractéristique, parce qu'une fonction caractéristique, elle est à valeur dans R. Elle prend deux valeurs, 0 ou 1. OK? Donc, on va faire une procédure similaire. C'est-à-dire, on va construire une fonction phi qui est semblable aux fonctions caractéristiques. Vous voyez, ici, la fonction caractéristique, elle prend deux valeurs, 0 et 1. Si Y est quelconque, on n'a pas 0 et 1, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir deux valeurs dans Y et Z. Et on va définir une fonction phi qui prend deux valeurs, Y et Z. Il prend Y sur un ensemble A qui n'appartient pas à B, et il prend Z sur son complémentaire. C'est bon? Donc, on va justifier l'existence d'une telle application. Bon, revenons au cas général, c'est-à-dire le cas où Y est quelconque. Et considérons une partie A de X telle que A n'appartient pas à B. Ceci est possible car B est différent de X. Donc, j'ai choisi comme pour la fonction caractéristique. Je choisis A n'appartenant pas à B. Ceci est possible car B est différent de P de X. Soit B appartient à F tel que, bon, revenons à la fonction caractéristique. Il prend deux valeurs, 0 et 1. 0, je peux le mettre dans un borélien. Et 1 dans le complémentaire de ce borélien. Par exemple, 0, il appartient au singleton 0. Et 1, il appartient au complémentaire du singleton 0. OK? Ou bien 0, je peux le mettre dans l'intervalle moins 1, 1, qui est un borélien. Ou la moins 1 demi, 1 demi, qui est un borélien. Et 1 dans son complémentaire. OK? On va faire la même chose ici. On va considérer, au lieu de considérer des boréliens, on va considérer des éléments de F maintenant. Soit B appartient à F, tel que B est différent de vide et B différent de Y. B existe car F, par hypothèse, est différente de vide et Y. Donc, ça veut dire qu'il existe des mesurables dans F qui sont non vides et qui sont différents de Y. Donc, je choisis un. Soit B appartient à F, tel que B différent de vide et B différent de Y. B, il est non vide. Cette hypothèse, c'est juste pour avoir le complémentaire non vide aussi. Bon, puisque B est différent de Y, le complémentaire est non vide. Parce que si le complémentaire est vide, B, c'est Y. Okay, donc ça sert justement juste pour que BC soit non vide. Donc je peux choisir un élément de F non vide dont le complémentaire est non vide. Le complémentaire est immesurable, bien sûr, il appartient à F et il est non vide. Donc j'ai choisi maintenant B appartient à F, non vide, dont le complémentaire est aussi non vide. Donc ce qu'on va faire, comme pour la fonction caractéristique, 0 dans le singleton 0 et 1 dans le complémentaire. Ou bien 0 dans moins 1 demi, et 1 dans le complémentaire. Bon, on a plusieurs choix, bien sûr. Donc, soit Y appartient à B et Z appartient à BC. OK? Ils sont automatiquement différents, hein, parce que Y appartient à B et Z, il est dans son complémentaire. Soit phi de X vers Y, l'application définie par phi de X égale. Je remplace 1 et 0 par Y et Z. Yeah. Phi de X égale Y, c'est X appartient à A. Z, c'est X appartient à AC. OK? C'est une application, bien sûr. Alors, phi n'est pas BF mesurable. En effet, phi moins 1 de B, c'est quoi phi moins? Regardez ici. Phi moins 1 de B. B, il contient Y uniquement. Il ne contient pas Z. Donc, phi moins 1 de B, pardon, qu'est-ce que je raconte? Phi moins 1 de B, c'est A. Ouais, bien sûr. Parce que vous avez phi de X égale Y, quel que soit X appartient à A. Et phi de X égale Z,
quel que soit x appartient à C. Donc, phi moins 1, puisque B contient uniquement Y, il ne contient pas Z, il contient Y, alors phi moins 1 de B, c'est exactement A. Phi moins 1 de B, c'est AC. OK? Si un ensemble contient Y et Z, son image réciproque, c'est X tout entier, bien sûr, s'il contient les deux. Mais s'il contient uniquement Y et ne contient pas Z, son image réciproque, c'est A. Et ainsi de suite. Donc, par définition de phi, j'ai phi moins 1 de B, c'est phi moins 1 du singleton Y, c'est justifié ici. C'est phi moins 1 de singleton Y, union phi moins 1 de B moins Y. OK? Voilà. Or, phi moins 1 de B moins Y, c'est le vide. Parce que Y n'appartient pas à cet ensemble, et Z aussi n'appartient pas à cet ensemble. Or, phi prend uniquement deux valeurs, Y et Z. Donc, l'image réciproque de cet ensemble, c'est l'ensemble vide. Parce qu'il ne contient ni Y, ni Z. Cet ensemble. OK? Donc, ça, c'est l'ensemble vide. Donc, phi moins 1 de B, c'est en fait phi moins 1 du singleton Y. Donc, c'est A union le vide, puisque phi moins 1 de singleton Y, c'est A. Donc, c'est A union le vide, c'est A. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? L'ensemble B, le choix qu'on a fait, l'ensemble B, il appartient à F. Vous voyez? L'ensemble B n'appartient pas à F. L'ensemble A n'appartient pas à B. On a montré que phi moins 1 de B, c'est A. B, il appartient à F, et son image réciproque n'appartient pas à B. Donc, ça veut dire que phi n'est pas de F mesurable. Tout simplement. Vous voyez, c'est ensemble de fonctions caractéristiques. Voilà. Pour le résultat. Donc, on a construit une application qui n'est pas de F mesurable. Bon, passons à l'exercice 4. Soit XB un espace mesurable, montrant que si Fn est une suite de fonctions B mesurables de x vers R, alors l'ensemble C formé par les x appartenant à x telle que la suite Fn de x, qui est une suite de nombres réels ici, puisque les fonctions Fn sont à valeur dans R. Hein? Donc l'ensemble des x appartiennent à x tel que la suite Fn de x est une suite convergente, bien sûr convergente dans R. C'est clair. Hein? Montrer que cet ensemble-là appartient à B. OK? Bon, si par exemple la suite Fn converge simplement sur x, C c'est x tout entier. Donc elle appartient à B. Mais là vous avez une suite quelconque de fonctions mesurables. Elles ne convergent pas nécessairement, simplement vers une fonction. OK? Donc il faut montrer que cet ensemble est immesurable. L'ensemble, ce qu'on appelle l'ensemble des points de convergence. C'est-à-dire les points où la suite est convergente. L'ensemble des points de convergence de la suite de fonctions Fn. C'est l'ensemble des x, je n'ai pas terminé l'écriture, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est l'ensemble des x tel que la suite Fn de x est convergente. Bon, d'après le cours, oui, Fn il ne converge pas nécessairement simplement. Attention, Fn est une suite quelconque de fonctions mesurables de x vers R. Hein? Donc la limite de Fn n'existe pas nécessairement, attention. Mais ce qui existe, c'est la limite inf et la limite sup. Elle existe toujours. Elles sont mesurables parce que les Fn sont mesurables, d'après le cours. D'après le cours, limite de Fn, limite inf de Fn et limite sup de Fn qui sont des fonctions de x vers R bar, attention. Même si les fonctions Fn sont à valeur dans R, lorsqu'on passe à la limite inf, par exemple, vous avez sup de l'inf. Et lorsqu'on passe à la limite sup, c'est l'inf des sup. Vous voyez, lorsqu'on passe à la borne inférieure ou à la borne supérieure, on risque de rencontrer moins l'infini ou plus, d'avoir moins l'infini ou plus l'infini. Donc, même si les Fn sont à valeur dans R, la limite inf et la limite sup sont à valeur dans R bar ici. Et ils sont B mesurables d'après le cours. Là, c'est l'attribut B, ici, c'est l'attribut borélien de R bar, bien sûr. Donc, elles sont B mesurables d'après le cours. OK? D'autre part, on a Fn de x est convergente, ça veut dire que la limite inf de Fn de x égale la limite sup de Fn de x. OK? Et les deux appartiennent à R parce qu'ils doivent converger dans R. OK? Fn de x est convergente dans R, il faut que la limite inf de Fn de x égale la limite sup de Fn de x et les deux appartiennent à R. Et puisqu'ils sont égaux ici, il suffit que la limite inf appartienne à R ou la limite sup. Hein? Parce qu'ils sont égaux. Si l'une appartient à R, l'autre appartient à R. Donc il faut qu'ils soient égaux et réels.
Parce qu'on peut avoir, si on a plus l'infini, la suite n'est pas convergente de R, mais elle tend vers plus l'infini. Si on a moins l'infini, la suite tend vers moins l'infini, n'est pas convergente dans R. Donc, pour qu'elle converge dans R, il faut que la limite 1 soit égale à la limite sup, et il faut qu'elle soit réelle. C'est-à-dire, par exemple, la limite 1 réelle. Voilà. Bon, par suite, C, c'est quoi d'après cette équivalence? C, c'est cet ensemble inter cet ensemble. C'est-à-dire ici, c'est juste une notation. C'est l'ensemble des x appartiennent à x, c'est que la limite 1 de fn de x égale la limite sup de fn de x. C'est-à-dire, ça exprime cette égalité. Inter, l'ensemble des x appartiennent à x, c'est que la limite 1 de fn de x appartient à R. Ça exprime cette expression, bien sûr. Donc, C, c'est une intersection. OK? Comme ces deux fonctions-là, la limite 1 de fn et la limite sup de fn sont boréliens, cet ensemble appartient à B d'après le cours. Si vous avez deux fonctions f et g, B mesurable, alors l'ensemble f égale g, l'ensemble des x tel que f de x égale g, appartient à B, d'après le cours. Donc, puisqu'ils sont B mesurables, cet ensemble appartient à B. Cet ensemble aussi appartient à B, parce que ça c'est l'ensemble des x tel que la limite 1 de fn de x appartient à R. Donc, c'est l'image réciproque de R par cette fonction. OK? Or, cette fonction est B mesurable. Et R, il appartient à B R bar. OK? R, il appartient à B R bar, bien sûr. Donc, ça, c'est un élément de B. Donc, c'est une intersection d'éléments de B, donc c'est un élément de B. Donc, ainsi, on a montré que C appartient à B. Et cet ensemble, il appartient à B d'après le cours. Cet ensemble appartient à B parce que c'est l'image réciproque d'un mesurable par une fonction B mesurable, donc il appartient à B. Donc, l'intersection appartient à B puisque B est une tribu, donc C appartient à B. Deuxième question, là c'est une question un peu difficile. Hein? Soit A une partie non vide de X, B inter A l'attribut induite par B sur A. Vous rectifiez parce que la série que j'ai distribuée, là j'ai mis B indice A. Je préfère B inter A pour ne pas confondre l'attribut trace avec l'attribut borélien. B indice A, cette notation est réservée aux tributs boréliennes. OK? Donc vous rectifiez dans la série 2. B inter A ici et ici. OK? Donc, soit A une partie non vide de X, B inter A, l'attribut induit par B sur A, c'est-à-dire l'attribut trace, hein, par B sur A, et F de A vers R, une fonction B inter A mesurable. F est une fonction définie sur A, et non pas sur X, sur A. Et il est mesurable par rapport à l'attribut trace, l'attribut induit sur A, B inter A. Montrer que F admet un prolongement B mesurable sur X. C'est-à-dire montrer qu'il existe une application f tilde de x vers r qui est B mesurable et qui est un prolongement de f. Ça veut dire que f, c'est la restriction de f tilde, A. Bon. Aucune hypothèse sur A, à part A non vide. Si A appartient à B, le problème est trivial. Parce que si A est mesurable, regardez, si A est mesurable ici, alors f, il est B inter A mesurable. Bon, il suffit de prolonger f par 0 en posant f tilde de x égale f de x si x appartient à A égale 0 si x appartient au complémentaire de A. La restriction de f tilde à A, c'est f, et il est B inter A mesurable. La restriction de f tilde à C, c'est 0, c'est une constante, donc il est B inter AC mesurable. Donc, f tilde est B mesurable. Donc, si A appartient à B, le prolongement il est trivial. Bon, il suffit de prolonger par 0 ou par A ou par n'importe quelle constante. Comme vous voulez. Donc là, A est quelconque. OK? A, il est quelconque ici. Il est non vide, seulement. Donc, soit A inclus dans X, bien l'attribut induit par B sur A, différent de X, soit F, une fonction B intermesurable, montrant que F admet un prolongement B mesurable sur X. On distingue les cas suivants. On suppose d'abord que f est une fonction caractéristique, puis une fonction étagée, puis une fonction mesurable quelconque. Bon, on suppose que f égale qui b, hein? Avec b, bien sûr, puisque b il est par hypothèse b inter A mesurable. Donc le b doit être dans cette tribu, sinon cette fonction caractéristique ne serait pas b inter A mesurable. Parce que par hypothèse f est mesurable relativement à l'attribut trace b inter A. Donc si f est une fonction caractéristique, b est automatiquement dans b inter A. Parce qu'une fonction caractéristique est mesurable si l'ensemble est mesurable, d'après le cours. Donc, B, il appartient à cette tribu. Par hypothèse, bien sûr, parce que F, il est B inter A mesurable. Je rappelle que F égale qui B.
il est défini de A vers R, et non pas de X vers R. Attention, il est défini de A vers R. Bon, qu'est-ce que ça veut dire B appartient à B inter A? Donc, ça veut dire qu'il existe C appartient à B tel que B égale C inter A. Donc, B, c'est la trace d'un élément de B sur A. Donc, le prolongement, bien sûr, on cherche un prolongement B mesurable. Hein? Il n'y a pas mieux que qui C, parce que C appartient à B. OK? B n'appartient pas à B, bien sûr. B, il appartient à B inter A. Il n'appartient pas à B nécessairement. Hein? Il appartient à B inter A. Donc, le meilleur candidat, si vous voulez, c'est qui C, la fonction caractéristique de C. Donc, je prends f tilde égale qui C. F tilde est défini de X vers R. C'est-à-dire, f tilde de X, c'est 1 si X appartient à C, c'est 0 si X n'appartient pas à C. Donc, f tilde, il est défini de X vers R. Et c'est une application B mesurable, parce que cet ensemble appartient à B. Alors, f tilde est B mesurable, puisque C appartient à B. Reste à montrer que f tilde est un prolongement de f. Parce que f, il est défini sur A. Hein? Et f tilde est défini sur X. Bon, reste à montrer que f tilde est un prolongement. Ça veut dire à montrer que quel que soit X appartient à A, f tilde de X égale f de X, tout simplement. Quel que soit X appartient à A, bien sûr. Donc, quel que soit X appartient à A, on a f de X. C'est qui B de X. Mais B, c'est C inter A. Donc, c'est qui C inter A de X. OK? X, il appartient à A. Donc, tout dépend, est-ce que X appartient à C ou non? Regardez, si X appartient à C, il appartient à l'intersection. Donc, c'est 1. Si X n'appartient pas à C, c'est... Et si X n'appartient pas à C, il n'appartient pas à l'intersection, c'est 0. Donc, f de X, c'est qui C de X. Parce que X appartient à A. Bon, on peut le voir autrement. Bon, c'est qui C fois qui A de X. Qui C de X fois qui A de X. Et qui A de X, c'est 1, puisque X appartient à A. J'ai évité ça parce que f est défini sur A et f tilde est défini sur X. C'est pour ça que j'ai évité ça. De toute façon, c'est une simple discussion, hein, montre que ça, c'est qui C de X. Et qui C de X, c'est f tilde de X. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Que quel que soit X appartient à A, f de X égale f tilde de X. Donc, f et f tilde coïncident sur A. Ça veut dire que f tilde est un prolongement de f à X. Ou que f est la restriction de f tilde à A. Et il est déjà B mesurable. Donc, on a montré que, dans ce cas, f admet un prolongement B mesurable. Bon, on suppose maintenant que f est une fonction étagée. Vous allez comprendre pourquoi tout ça. Donc, on suppose maintenant que f est une fonction étagée. B inter A mesurable. Hein. F, c'est sur A. F, c'est toujours de A vers R. OK? Donc, B inter A mesurable sur A. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f est de la forme sigma de alpha i qui de bi, avec bi appartient à cette tribu. Mais bi appartient à cette tribu, ça veut dire qu'il y a de la forme ci inter A. Donc, il existe C1, C2, Cn appartient à B. Et alpha 1, alpha 2, alpha n appartient à R, tel que f égale sigma de i égale 1 à n, alpha i qui de ci inter A. Cet élément-là, il appartient à B inter A. Ça, c'est grâce à cette mesurabilité-là, à la mesurabilité par rapport à l'attribut trace B inter A. C'est une fonction étagée, donc il s'écrit comme ça. Okay? Les ensembles ici qui sont en indice, ils appartiennent tous à cette tribu. Donc, ils sont tous de la forme C inter A, avec C appartient à B. D'après le premier cas, la fonction f tilde, si je prends f tilde égale sigma de i égale 1 à n, alpha i, qui de ci est un prolongement B mesurable de f. Pourquoi? Parce que qui de ci, d'après le premier cas, qui de ci est un prolongement B mesurable de cette fonction caractéristique. Donc, f tilde, qui est cette somme, est un prolongement B mesurable de cette fonction, c'est-à-dire de f. Donc, c'est trivial, c'est une conséquence immédiate du premier cas. En général, on fait le deuxième cas directement. Bon, j'ai fait d'abord le premier cas pour vous faciliter la tâche, tout simplement. Et maintenant, on passe à une fonction. Donc, on a montré que le résultat est valable pour une fonction caractéristique, pour une fonction étagée de manière générale. Pour une fonction étagée, B inter A mesurable. Une fonction étagée sur A. Attention, définie sur A. B inter A mesurable. Bon, on suppose dans ce cas que f est une fonction B inter A mesurable quelconque. B de A vers R. Mesurable par rapport à l'attribut trace. Et on veut montrer qu'elle admet un prolongement B mesurable. Un prolongement à X, B mesurable.
Là, voilà, c'est le théorème d'approximation. Le résultat est déjà établi pour les fonctions étagées. Pour l'établir pour une fonction quelconque, on passe par le théorème d'approximation. Parce que le théorème d'approximation, il permet d'approcher une fonction mesurable par une suite de fonctions étagées. Donc, d'après le théorème d'approximation appliqué sur l'espace, attention, appliqué sur l'espace mesurable A, B inter A, parce qu'on travaille sur cet ensemble. A, menu de l'attribut trace. Donc, d'après le théorème d'approximation, il existe une suite Fn de fonctions étagées B inter A mesurables. Ce sont des fonctions étagées, bien sûr, sur A. Attention, la suite n'est pas croissante, hein. Une suite de fonctions étagées, parce que f n'est pas positive. Si f était positive, oui. F n'est pas nécessairement positive, il est quelconque. Donc la suite étagée existe, mais elle n'est pas nécessairement croissante. Donc d'après le terme d'approximation, il existe une suite Fn de fonctions étagées P inter A mesurables qui convergent simplement vers f sur A. Bon, les Fn sont de A vers R et f de A vers R. On travaille sur l'espace mesurable A muni de l'attribut B inter A. Et ces fonctions étagées, bien sûr, elles sont toutes B inter A mesurables. Et la suite Fn converge simplement vers f sur A. Ça, c'est le théorème d'approximation qui permet de faire ça. Or, pour tout n, Fn est une fonction étagée sur A. Donc, d'après le deuxième cas, Fn admet un prolongement démesurable à x, sur x. OK? Donc, pour tout n, Fn admet un prolongement, que je note Fn tilde, défini de x vers R, et qui est B mesurable. Fn tilde est un prolongement B mesurable de Fn. Attention, Fn tilde n'est pas nécessairement une fonction. Bon, c'est une fonction étagée d'après le deuxième cas, OK? On a vérifié que c'est une fonction étagée, OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? F, c'est la limite simple de la suite Fn. Et chaque Fn admet un prolongement B Fn tilde B mesurable. Et Fn converge simplement vers F. Attention, Fn tilde ne converge pas nécessairement simplement. C'est un prolongement. On ne sait pas ce qu'on a ajouté, comment il se comporte. Vous voyez, sur AC, on a prolongé, c'est-à-dire on a défini sur AC aussi. Mais on ne connaît pas Fn tilde sur AC. Donc, la suite Fn tilde ne converge pas nécessairement simple. C'est la suite Fn qui converge simplement vers F sur A. Mais la suite Fn tilde qui est définie sur X ne converge pas nécessairement simplement vers une certaine fonction. Mais on n'a rien à faire avec la limite simple. On sait que la limite inf et la limite sup existent toujours. Elles sont mesurables. Donc, ils vont faire l'affaire. Donc, je prends soit f tilde égale la limite inf de Fn tilde, ou bien la limite sup. Vous choisissez ce que vous voulez. Les deux suites donnent le résultat. OK? Donc, je prends par exemple soit f tilde égale la limite inf de Fn tilde. Alors, f tilde est B mesurable, parce que les Fn tilde sont B mesurables. OK? Et la limite inf d'une suite de fonctions B mesurables est une fonction B mesurable. Donc, f tilde est B mesurable. Hein? Et montrons alors que c'est un prolongement de f. C'est ce qu'il nous reste à faire. Donc, pour tout x appartient à A, on a f tilde de x, c'est la limite inf de Fn tilde de x, par définition. OK? Or, x appartient à A. Et Fn tilde, c'est un prolongement de Fn de Fn. Donc, Fn tilde et Fn coïncident sur A. Comme x appartient à A, alors Fn tilde de x égale Fn de x. Donc, cette limite inf égale cette limite inf. Parce que x appartient à A et parce que Fn tilde est un prolongement de Fn. OK? Or, Fn converge simplement vers F. Hein, sur A. Et x, il appartient à A. OK? Donc, cette limite inf, en réalité, c'est une vraie limite. Parce que sur A, Fn, la suite, Fn converge simplement vers F. Donc, c'est une vraie limite. Donc, c'est la limite quand n tend vers plus infini de Fn de x. Car Fn converge simplement sur A. Il converge vers quoi? Il converge vers F. Donc, cette limite, c'est f de x. Donc, on a montré que quel que soit x appartient à A, f tilde de x égale f de x. Ça veut dire que f tilde de x est un prolongement de f. Et il est déjà B mesurable. Donc, c'est un prolongement B mesurable de f. Voilà. Merci pour votre attention. Salam alaikum.